Bonjour à tous, c'est Valentin, le Home Cinéman, et on va parler aujourd'hui du film Transformers Rise of the Beast. Et je suis accompagné d'un prestigieux camarade qui se nomme Loïc. Bonjour Loïc. Salut. Alors Loïc, qu'as-tu pensé de ce film? Honnêtement, je me suis demandé ce que je faisais là. Parce que on parle beaucoup des derniers Transformers qui ont fait flop, mais je les ai largement préférés à celui-là en fait. D'accord. En fait, vraiment, lui, il touche le fond du fond du fond. Le fond de la marmite. Exactement, sauf que la marmite est trouée. D'accord. Alors on pourrait faire déjà un petit retour sur les anciens Transformers, à préciser que les 5 premiers Transformers ont été réalisés par Michael Bay, réalisateur que j'adule personnellement, qui a notamment réalisé Rock, avec Sean Connery et Nicolas Cage, un des meilleurs films de tous les temps. On a eu récemment, en 2018, je crois, le film Bumblebee, qui se voulait un spin-off de la saga. Sauf que, il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'était un échec au box-office, et que de toute façon, c'était pas non plus un film incroyable. Est-ce que tu l'as vu, toi? Je l'ai vu, en effet, je l'ai vu l'année où il est sorti, et il a fait un flop, mais je trouve que comparé aux autres, si je me trompe pas, hein, j'ai pas les chiffres en tête, il a été mieux que les deux derniers, des 5 Transformers que l'on a eu. D'accord. Jusqu'à celui-là, du coup, qui est le 6ème, si on ne compte pas Bumblebee. Si je me trompe. Oui, mais du coup, apparemment, tout le monde compte Bumblebee dedans, donc ce serait le 7ème Transformers. Qu'est-ce que tu penses des premiers de Michael Bay, déjà? Quels seraient tes préférés, ceux que tu aimes le moins? Alors, forcément, j'ai une préférence pour la trilogie de base. Mhm. J'ai une préférence surtout pour le troisième. Face cachée de la Lune. La face cachée de la Lune, je le trouve plus intéressant. Ne serait-ce pour une question d'intrigue, peut-être, au niveau de l'implication des hommes dans l'histoire des Transformers. Après, bon... C'est dans celui-là où ils font croire qu'ils partent, ils sont dans un vaisseau spatial, et puis Exactement. ils s'en vont et ils font croire qu'ils partent, et en fait, ils s'en vont pas. C'est exactement ça, après avoir été trahi par le mentor d'Optimus, Sentinel Prime. Oui, parce que j'ai vu les Transformers il y a quelques semaines, donc forcément j'ai encore ça en mémoire. Ah, mon pauvre. Personnellement, je rejoins ton avis, les 3 premiers, en fait tous ceux avec Sam Witwicky, je crois c'est ça. Hein. C'est vraiment les meilleurs, hein. De toute façon il n'y a rien à dire. C'était vraiment une bonne franchise, je trouve, jusqu'au 4. Déjà, l'âge de l'extinction, qui faisait déjà figure de soft reboot, on va dire. Enfin, c'était une continuité maladroite, on va dire. Jusque-là, ça allait. L'âge de l'extinction, c'est déjà une bonne baisse de qualité, je trouve. Même si on garde toujours le côté spectaculaire, et puis c'était des effets spéciaux terminés, là aussi, comparé au récent. Et puis vraiment, je trouve que The Last Night, donc le 5ème, énorme catastrophe, changement de ratio tous les plans, impossible de suivre l'action, et même Anthony Hopkins ne suffit pas à sauver le film pour moi. Malheureusement, même le talent d'Anthony Hopkins n'est pas suffisant pour sauver un film à lui tout seul. Il a beau être un des meilleurs acteurs au monde peut-être, il ne peut pas sauver un film, surtout sur une telle franchise qui demande autant de fantaisie. Comment dire, l'univers est tellement vaste que si tu bases tout sur la Terre, il ne peut rien faire qu'à part faire flop. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'on voit très clairement que Michael Bay voulait pas faire ce 5ème film, et que c'est Paramount qui lui a dit écoute mec, on a besoin d'une licence qui marche, fais un 5ème Transformers et après tu fais autre chose, fais ce que tu veux après, va sur Netflix là pour faire le film Six Underground par exemple ou quoi. Mais moi j'avais vraiment le sentiment devant le film que il avait pas envie de le faire, et puis ça se voit, il est pas au niveau de tous les autres. Voilà, si tu as quelque chose à rajouter sur les premiers Transformers. Non, mais tu dis que Michael Bay n'avait pas envie de faire le 5ème, mais je pense qu'il avait même pas envie de faire le 4ème non plus. Oui, ça se défend. Donc voilà, non mais je pense qu'on a tout dit en tout cas. À part si tu veux parler des Transformers de base, regardez le 1 et vous avez quasiment The Rise of the Beast justement. Alors c'est là qu'on en vient au 6ème opus, Rise of the Beast. Loïc, est-ce que tu aurais envie de résumer le film ? Bien sûr, j'en ai également. J'ai un synopsis justement sous les yeux. En 1994, alors que les Decepticons viennent d'arriver, Optimus Prime s'acclimate à la Terre. Une archéologue et un ancien militaire vont découvrir les traces d'une guerre entre deux anciennes factions de Transformers, les Maximals et les Predacons. Optimus Prime devra faire face à de nouveaux ennemis, les Terracons et leur redoutable chef. Les Autobots et les Maximals feront face à une menace encore plus grande, Unicron, une planète métallique géante qui s'apprête à dévorer la Terre. Et c'est tout ce qu'il y a en fait dans le film. On peut dire pour résumer que c'est exactement la même chose que Transformers 1, hein, c'est la même histoire. En tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu. C'est Transformers 1 avec quelques petits ajouts par-ci par-là, mais rien de nouveau. Donc n'allez pas le voir. Ça reste une expérience malgré tout, car comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est en voyant de mauvais films qu'on se rend compte que certains sont bons. C'est vrai. Mais on va quand même parler de celui-là, un petit peu. On est là pour ça. Alors on va commencer avec une partie non spoiler, enfin
Non spoiler, je pense qu'on va quand même raconter tout le film. C'est juste qu'on va pas revenir sur la toute fin parce qu'il y a une sorte de révélation, mais de toute façon, on vous encourage à pas aller voir le film. C'est de la merde, passez votre chemin. On va raconter la totalité du film. Ça ne vaut pas le coup, donc c'est pas très grave, on en a rien à foutre de toute façon. Qu'est-ce que tu as pensé, pour résumer hein, ton avis? Ah, honnêtement, comment dire, je n'ai pas aimé, justement. Il y a tellement d'incohérences dans le film au niveau de l'univers. Même visuellement, j'ai presque pas reconnu les Transformers, à part que c'était juste des gros robots. T'en as pensé quoi, toi? Ah bah, je ne peux que te rejoindre, et j'ai envie de rebondir du coup sur ce que tu dis visuellement. Déjà... Tu dis que c'était des gros robots, mais dans les premiers, c'était déjà des gros robots au final. Mais Michael Bay avait cette faculté, je trouve, à nous faire croire au fait que les robots étaient vraiment à côté des humains. Et c'est cette incrustation des Transformers aux côtés des humains qui nous faisait croire en l'univers, parce que des gros robots géants qui font de la castagne partout, c'est pas très crédible en vrai. Et c'est d'ailleurs un des problèmes, je trouve, des premiers Transformers, c'est qu'on a du mal à croire à cet univers. Et Michael Bay arrivait, dans certaines scènes, à nous faire croire qu'il y avait vraiment des robots géants qui faisaient de la castagne. Et je trouve que c'était fort, et c'est quelque chose qu'on avait perdu. Par exemple avec Transformers 4, où là on nous sortait carrément des dinosaures robots. Comment tu veux croire à un dinosaure robot quand t'as déjà du mal à croire en des robots humanoïdes géants? Voilà. Là où il y avait une certaine efficacité dans l'incrustation des robots à l'écran, là on perd totalement. Là il n'y a plus rien du tout. On voit clairement que les robots sont en CGI, et même si on le voyait avant aussi. Mais là on voit clairement que les robots ne sont pas là. Les humains sont filmés sur fond vert, c'est incrusté avec les robots à côté. C'est tellement évident, c'est tellement mal fait. C'est moche. Le film est moche en général. C'est horrible à regarder, je trouve. Vraiment, je peux pas te laisser dire ça. Honnêtement, voir le Machu Picchu, c'était plutôt sympa. Mais c'est tout. Comme tu disais, c'est moche, l'incrustation est vraiment ratée. J'ai une scène en particulier où à la fin, justement, Noah, du coup, le personnage principal qui va découvrir le premier Autobot, qui est devenu ami avec un Autobot, donc Mirage, qui lui fait un check. Sauf qu'en fait, tu vois bien que Mirage, en fait, il est à 3 km. Il le sait pas, en fait, il le voit pas. Il regarde juste la caméra un peu plus loin et puis c'est tout, quoi. Mais non, en fait, ça marche pas. Et oui. Et ça, c'est juste un exemple. Mais il y en a tellement d'autres. Et même en général, on a l'impression que les robots ne sont pas tellement plus grands que les humains. Là où les premiers Transformers géraient extrêmement bien cette distance et cette échelle entre les humains et les robots. On avait vraiment l'impression que c'était des robots immenses qui faisaient, je sais pas moi, 10 mètres. Alors que là, par exemple, tu parlais de Mirage, j'ai l'impression qu'il fait 3 humains en taille et pas plus que ça, quoi. Parce que c'est tellement mal géré, cette notion d'échelle dans le film, que oui, à part le climax à la fin, la scène de fin, où oui, bah, on va le spoiler, de toute façon, c'est pas très important hein, dans l'histoire, et puis c'est quelque chose que vous avez déjà vu, et c'est qu'à la fin, on a un immense Transformers qui est de la taille d'une planète, et qui d'ailleurs bouffe des planètes, il se nourrit de planètes. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Je ne sais pas, Galactus peut-être? Vous avez peut-être déjà entendu parler de Galactus? Bah voilà, c'est ça, hein, c'est un Transformers Galactus, il bouffe des planètes, on a l'impression, oui, qu'il est énorme, parce qu'on voit la Terre à côté, mais on voit pas un Jupiter ou quelque chose, en fait, on le voit en train d'essayer de manger la Terre à la fin, et même au début du film, on le voit en train d'essayer de manger une autre planète, mais on n'a pas l'impression qu'il fait la taille d'une planète, voire plus. On a juste l'impression de voir un petit Transformers qui mange une perle, quoi. Voilà, quand on parlait de problèmes d'échelle et d'incrustation, c'est tout ce que le film rate, c'est tout ce que les anciens réussissaient. Alors, ce que je trouve, par contre, intéressant au niveau des échelles, pour jouer vraiment dans l'ironie, tout simplement, c'est qu'au début, vu qu'il n'y a pas d'humain, l'échelle est bonne. C'est le seul moment où ça va, mais même entre eux, en fait, ce qu'on avait au début, comme tu le disais, l'impression que certains étaient vraiment énormes, d'autres non. Là, on l'a une fois avec les Transformers qu'on voit entièrement cette fois-ci, qui les emmène au Machu Picchu, qui les transporte en avion. Quand t'es dans l'avion, t'as l'impression qu'il fait 10 mètres de long, alors qu'en fait, il fait juste quoi? Le double de la taille d'Optimus, qui est quand même de base assez grand. Là, pour le coup, il fait la taille de Bumblebee, ce qui n'est pas normal. Tout simplement, il est censé voire même faire le double, lui, de Bumblebee. Bah là, il est à sa taille. Visuellement, Optimus, j'ai le même enjoué en fait, tout simplement. Il a même enjoué, il est plus beau. Et au niveau du design, on retrouve rien d'Optimus, qui était bleu, rouge avec les flammes, le minimum stylé. Là, il y a rien. Et ah, même... c'est un jouet, quoi. Exactement. Et quand il se bat, non, ça marche pas. Il avait une quantité d'armes avant, que là maintenant il a une épée qui se transforme en hache et tout, mais en fait ça ne correspond pas vraiment au personnage qu'on a d'Optimus qui est hyper fort et même charismatique, ce qui n'est pas le cas en fait. En fait, le vrai problème d'Optimus dans le film, c'est qu'il est nul à chier. En fait, il sait rien faire, il échoue dans tout ce qu'il fait quasiment, et il a tout le temps tort. Dans la première partie du film, la première bataille, déjà il perd face aux méchants. Après, il dit aux humains, ouais, faites ci, faites ça. Mais en fait, lui,
n'est pas vertu de sagesse, comme il l'est dans les anciens Transformers. Donc en fait, on reconnaît pas Optimus. C'est pas le mec qui prend toujours la bonne décision. Non, ici, le rôle revient à l'humain. Et donc, on perd le côté vieux sage d'Optimus. Sans parler du fait que, et d'ailleurs ça t'a choqué pendant la séance, il a plus la même voix française que dans les anciens Transformers, parce que malheureusement, le doubleur Jacques France, qui le doublait dans les anciens films, nous a quittés récemment. Et donc, déjà, ça nous fait un choc de plus entendre cette magnifique voix doublée Optimus. Mais en plus, voilà, le film a vidé de sa substance Optimus, c'est plus le même du tout. Et c'est un gros problème aussi, parce qu'on aime les Transformers pour Optimus Prime aussi. Heureusement, dans ce film, il n'y a pas qu'Optimus Prime, il y a Optimus Primal. On a besoin d'un nouveau nom, un nom original. Comment on va trouver un nom original pour le leader des autres Transformers qu'il y a dans le film? Les Maximals, en effet, ils ont trouvé ni plus ni moins que Optimus Primal, qui voilà, n'a pas la voix du vieux sage, mais du vieux singe. Pour faire un bon jeu de mots, sachant que c'est le gorille que l'on voit dans la bande-annonce, le seul qui a un bon carré design, si je peux dire, dans le film avec les Maximals, parce que les autres, franchement, c'est vraiment... Un carré pas design, terrible. toi, tu dis? Tu dis un carré design? Non, c'est pas ça qu'on dit. C'est un cara design. Un carré design. Oh, on va jouer sur la géométrie, s'il te plaît, hein. Du coup, on parlait de Optimus Prime et je pense qu'on peut revenir sur les autres personnages. Donc, en fait, les personnages principaux du film, c'est un hispanique qui s'appelle Noah, voilà, et une femme afro-américaine, notamment, Elena, qui est archéologue. Enfin, stagiaire archéologue, comme dit très bien sa patronne dans le film. Exactement. Et le problème de ces deux personnages, c'est qu'ils sont insipides, on pourrait dire. Totalement. Déjà, la Elena, on nous la présente au début comme une personne un petit peu... un peu rigolote dans sa manière de se comporter, peut-être, au moment où elle sort de sa voiture, elle va jusqu'à sa patronne avec les cafés, et notamment sa tenue pour le gala. Oui, voilà, elle est un peu excentrique, elle est fofolle, comme on dirait. Et on apprend, pendant le film, qu'en fait, c'est une archéologue de génie. Elle est meilleure qu'Indiana Jones, d'ailleurs, il y a une référence dans le film. Elle est, évidemment, elle sait tout sur tout, elle peut te dater, elle peut te faire une datation au carbone 14 instantanément. C'est-à-dire qu'elle peut te dire, ah tiens, ça c'est là depuis 500 ans, ça c'est là depuis 1200 ans. C'est un puits de science sans fond, cette femme, c'est incroyable. À l'opposé de sa patronne, qui est complètement conne, si je peux dire. Oui, tout à fait. Parce que, en fait, tout simplement, elle lui sert de tremplin pour les magazines, pour la visibilité aux autres. En fait, tout simplement, Elena fait le boulot pour sa patronne. Mais après, on a également Noah, avec Elena, du coup, qui partage le rôle de personnage principal. Donc Noah est un ancien militaire qui cherche actuellement du travail pour aider sa mère. Donc Noah vit avec sa mère et son frère. Sa mère survient aux besoins des deux frères, mais que le petit frère est anémique. Du coup, il faut pouvoir payer les soins médicaux. Donc Noah se dépêche de trouver du boulot. Insupportable d'ailleurs, l'acteur du petit frère... Non mais c'est un horrible enfant acteur, tout simplement. Hein. Après, il était jeune. On se plaint de Jake Lloyd dans Star Wars La menace fantôme, mais là c'est pire. Hein. Je veux dire, c'est une catastrophe. On passe à autre chose. Mais pour continuer là-dessus, tout simplement sur le petit frère et le grand frère, leur relation... elle est plutôt intéressante, mais en soi, elle est abordée de manière tellement mal faite que, en fait, on s'en fout, quoi. Mais pourquoi on s'en fout? Parce que parce qu'ils sont insipides les deux, ils ont rien à raconter si ce n'est oh là là je dois soigner mon pauvre petit frère à l'hôpital. Je veux dire, c'est vu et revu des centaines de fois. C'est l'homme sable dans Spider-Man 3 qui doit sauver sa pauvre fille, il a pas assez d'argent. C'est déjà quelque chose de vu un nombre incalculable de fois. Si en plus ces acteurs ne nous font rien ressentir, et c'est là que j'en viens à l'acteur de Noah qu'on avait vu dans In the Heights, une comédie musicale où il était d'ailleurs très bon. Je pense pas que tu l'aies vu du tout, mais il était très bon là-dedans. Mais là, dès qu'on le fout dans un blockbuster sûrement mal dirigé vu le réalisateur du film qui a fait Creed 2, je pense que cet acteur pourrait donner beaucoup plus avec un bon réalisateur qui le dirige bien et dans un meilleur projet que celui-ci. Alors moi ça me fait un peu mal, sachant que Creed 2 est mon préféré des trois. Aïe. Chacun ses goûts, comme on dit. Mais pour continuer sur Noah, qui va prendre de l'importance au fur et à mesure du film, notamment avec sa relation avec les Transformers, surtout Mirage, car c'est lui qui va découvrir Mirage comme Sam a découvert Bumblebee. Oui, c'est comme dans Transformers 1, quoi. Comme on le dit depuis tout à l'heure, c'est le copier-coller du premier. Exactement, et notamment au niveau de sa relation avec Optimus également, qui lui fait des leçons de morale, comme Sam le faisait également, donc encore un parallèle. Mais surtout, ce que Sam n'avait pas, mais ce que Noah a, c'est une sacrée armure de Power Rangers.
Franchement, elle a été dégueulasse. Mais même en général, toute la scène finale, c'est du Power Rangers. Hein. Quand t'as tous les Transformers avec les Anibots. Les Anibots, exactement. Avec les Anibots, là, tu sais, quand ils sont tous en train de charger sur le champ de bataille et qu'ils font rassemblement. Il y a même le gorille Anibots qui crie une phrase en mode. J'ai cru qu'en fait, ils allaient tous fusionner pour former un espèce d'immense Anibot, tellement il dit une phrase similaire à une phrase de Power Rangers. C'est vraiment. C'est du Power Rangers. En effet, ça aurait pu être drôle. Histoire de vraiment finir dans le nanar, en fait, tout simplement, ce qu'aurait pu être ce film, même si c'est pas le cas. En tout cas, c'est juste nul. C'est sûr. Et oui, et tant qu'on parle de Power Rangers, de toute manière, pendant tout le film, quand les Transformers se transforment, bah, c'est du Power Rangers. Exactement, c'est vrai que les transformations n'ont rien d'exceptionnel ou d'impressionnant, contrairement au premier film, justement. Oui, c'est ça, parce que dans le premier film, la caméra partait du point de vue d'un humain ou partait du point de vue de l'Autobot qui se transformait, et elle tournait autour avec des CGI bien mieux réussis d'ailleurs, pour finir sur le point de vue opposé, donc l'humain ou l'Autobot. Ce qui donnait une sensation de réalisme, parce que on partait d'un point de vue pour arriver à un autre, et donc ça liait l'humain et l'Autobot, et on avait l'impression que les deux coexistaient dans le même univers. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la crédibilité des Transformers. Et donc là, l'aspect Power Rangers du film, c'est un énorme problème, et je dirais c'est même le plus gros problème, parce qu'on ne croit pas, on croit à aucun instant à cet univers-là. Concernant la fin de la transformation aussi, moi ce que j'aimais beaucoup, c'était le petit posing à la fin que chaque Transformers finalement avait à soi. Par exemple, Optimus qui se met en garde quand il termine de se transformer, c'était sa pose à lui, et je trouvais qu'elle avait la classe. Là, on n'a rien. Je trouve que la seule transformation qui avait la classe entre guillemets dans tout le film, c'est quand Optimus Primal se transforme et du coup n'est plus un gorille mais finalement un Transformers comme un autre et qui se bat sur ses deux jambes. Bravo le concept des animaux Transformers. C'était plutôt intéressant à aborder, même si c'était mal exploité. D'ailleurs, en parlant de Optimus Primal, au tout début du film, il y a une scène avec son mentor, je crois, sur sa planète, Exactement. Qui est aussi un espèce de gros gorille. Et la scène est une pâle copie du King Kong de Peter Jackson de 2005. Parce que il tabasse le méchant, le King Kong tabasse la tronche du méchant, et il finit par lui arracher la langue et lui arracher le haut du crâne, exactement de la même manière que King Kong arrachait le haut du crâne des dinosaures dans son film. En effet, mais après si tu veux partir des copies, on peut très bien partir sur le MCU. Comme tu disais tout à l'heure, Unicron, c'est une copie de quoi ? De Galactus, mais il n'y a pas que ça. Ah bah oui, parce que dans la scène finale de combat, Scourge dit que Noah se bat seul, et Optimus débarque, qu'est-ce qu'il lui dit ? Il n'est pas seul. Comme dans quel Avengers ? Eh ben comme dans Infinity War Endgame, où on a cette merveilleuse scène où Captain Marvel dit « T'inquiète pas, il n'est pas seul ». C'est également le cas dans Infinity War. Eh oui, avec Black Widow, ouais. Exactement, quand elle se bat au Wakanda. Ah oui, puis tant qu'on parle des coïncidences et des similitudes avec l'univers Marvel, toute la scène d'action finale, donc la dernière demi-heure du film, je dirais, c'est une pâle copie du Avengers, premier du nom, de Joss Whedon. Parce qu'en fait, on est sur un champ de bataille, certes désert, pas comme à New York dans le premier Avengers, mais on a quand même un énorme portail qui se trouve tout au sommet du plus haut point du champ de bataille, et l'enjeu, c'est de ne pas faire venir le méchant, comme dans Avengers, l'enjeu, c'est de ne pas faire venir toute l'armée et le grand méchant. Et on a pareil, voilà, l'équipe de héros, donc là les Transformers et puis les Avengers, qui doivent lutter contre ce portail ouvert et essayer de le fermer. Et puis on a le sbire du méchant, donc là c'est Scourge, dans Avengers c'est Loki, qui essaye de les en empêcher. En fait c'est exactement la même scène. Moi j'ai également pensé à un parallèle avec Endgame, tout simplement. Comme tu disais, le champ de bataille vide, hormis les deux côtés, les deux armées. Et en fait j'ai presque entendu dans ma tête un Avengers Assemble, quand ils ont couru l'un vers l'autre pour se battre. C'était vraiment en fait le MCU mais en Transformers. Ah ouais, et puis les scènes d'action au secours quoi, c'est illisible. Pour le coup, j'arrête pas de défendre les anciens films de Michael Bay depuis le début, mais alors pour le coup, c'était déjà presque illisible, voire carrément illisible dans certaines scènes avec Michael Bay. Ah bah alors là, on est servi, on ne voit rien pendant tout le film. Moi, en tout cas, j'ai pas réussi à suivre une seule scène d'action parce que les Transformers, encore une fois, ils n'interagissent pas vraiment, et même dans les anciens films, ils n'interagissent pas vraiment avec l'univers. En tout cas, on n'a pas l'impression. Donc forcément, on ne voit rien à leur mouvement et à leur transformation. Et ce qui est quand même dommage pour un film aussi récent, c'est le cas justement, alors que les anciens, c'était plus lisible je trouve au niveau des scènes d'action, alors que là vraiment c'est pas flou, ça serait exagéré, mais presque en fait. Oui, de toute manière, même le scénario en général,
c'est du grand n'importe quoi. Ah bah totalement, ne serait-ce que juste les dialogues. Ah, c'est du caviar. On a le droit à la sempiternelle phrase Autobots, nous devons sauver l'univers. Très belle imitation. Ah, et même toutes les phrases clichés qu'on a vues 40 000 fois encore, comme je disais tout à l'heure. Tous les nous devons lutter contre les ténèbres. Les humains sont nos amis. On n'y touche plus. Et évidemment, comme on disait justement, le parallèle avec le MCU, ça voulait faire plein de blagues. Et là, ils ont voulu prendre pour l'humour justement un doublage français avec Mr. V. J'aime beaucoup Mr. V pour Mirage. Mais franchement, c'était pas drôle. En fait, c'est un film qu'on peut apprécier si on a 7 ans. Vous allez me dire, c'est une licence de jouets, hein. Hasbro, les Transformers, c'est pour les gamins évidemment, mais là où les anciens Transformers, je reviens toujours à ça, désolé, mais là où ils s'adressaient aussi aux adultes, je pense surtout au 4e, l'âge de l'extinction, où c'était quand même vachement orienté blockbuster pour toute la famille. Ça parlait quand même aussi écologie au niveau de l'exploitation, de ressources, oui, etc. Voilà. Aussi. Alors que là c'est vraiment, je pense, 100% destiné à un enfant de moins de 10 ans. Parce que toutes les scènes qui se veulent drôles, mais rien n'est drôle en fait. Alors, vous allez me dire l'humour est subjectif, mais tout tombe à plat et c'est même pas un humour, c'est pas de l'humour. C'est que des petites phrases sorties par-ci par-là, surtout par la personnage... Elena. Surtout par Elena, voilà, qui passe son temps à sortir des petites phrases qui se veulent drôles, ou en tout cas on a l'impression que le film nous dit rigole là, rigole. Moi je trouve que c'est pathétique, hein. y a rien de marrant dans le film. Hein. Ouais, totalement, ils ont même voulu faire un changement au niveau du personnage de Bumblebee, qui d'habitude est le personnage marrant. Là, pour le coup, était quand même plus sérieux, même si on le voit moins que dans les autres films. Non mais on en parle aussi du fait que tous les personnages qui meurent reviennent. Déjà Bumblebee qui meurt au début du film, c'est la grande perte. Oh là là, quel malheur. Optimus Prime, il est dépité parce que son meilleur ami est mort. Et en fait, évidemment, Bumblebee revient avec un nuage de poussière. Hein. C'est un champ d'énergie qui lui passe sur le corps et hop là, il est vivant. Pareil, hein, on a le Mirage là, le pote de Noah qui finalement doit se sacrifier dans la scène d'action finale. Mais en fait, non, il est pas mort. Il finit par envelopper le corps de Noah et se battre avec lui. Et transformation Power Rangers. Voilà, encore une fois. Et puis pareil, hein, Optimus Prime qui doit se sacrifier à la fin. Vous inquiétez pas, c'est un sacrifice que je fais pour l'humanité. Que des trucs comme ça, hein. Et évidemment il va tenter de se sacrifier, on croit qu'il va mourir, mais oh là là, quelle surprise, Optimus Prime se fait sauver par Optimus Primal. Non, t'as oublié quelque chose. Il ne se fait pas sauver en premier par Optimus Primal. Ah oui. Il se fait sauver par Noah Power Rangers. Exactement. Un humain avec une armure de Transformers sur lui, déjà c'est quand même assez original on va dire. Oui, disons ça. Mais il arrive à sauver Optimus qui se fait aspirer par Unicron, qui est quand même à la base un Transformers d'une taille d'une planète qui bouffe des planètes, qui aspire une partie des planètes pour se nourrir justement, dont Optimus à ce moment-là. Et lui, qu'est-ce qu'il trouve mieux à faire? Ah bah je le chope avec une main, oh et puis deux, et puis je le ramène. Non mais ça marche pas, à aucun moment ça... On se doute évidemment qu'ils vont venir le sauver, c'est prévisible. Passons à autre chose parce que là ça commence à m'énerver, c'est nul à chier. Oui, non mais en parlant d'incohérence sur ça, on peut parler de l'histoire en fait tout simplement. Parce que ce qu'ils expliquent tout simplement, c'est que les Transformers animaux viennent d'une autre galaxie. Ils ont réussi à voyager avec une clé qui est l'objet principal de la convoitise. Enfin, qui est l'objet de la convoitise tout simplement d'Unicron et de ses lieutenants. Le MacGuffin du film, quoi. Hein, les pierres d'infinité du MCU. Hein. Exactement. Parce que justement, grâce à elle, il peut tout simplement traverser de galaxie en galaxie. Donc ils arrivent, comme par hasard, sur la Terre. Ah oui, excuse-moi, je t'interromps. Ils ont une espèce d'attirance. On sait pas pourquoi, c'est une coïncidence immense. Ils finissent tous par atterrir sur la Terre. Les premiers Transformers, hop, sur la Terre. Bumblebee, hop, bizarrement, il atterrit sur la Terre. Là, encore une fois, tiens, on cherchait un endroit où se réfugier sur la Terre. C'est quand même une sacrée coïncidence. Mais la Terre est le centre de l'univers, voyons. Évidemment, oui, nous sommes le centre de l'univers. Du coup, on parlait des incohérences dans l'histoire. Tout simplement, les Transformers animaux viennent d'une autre galaxie qui traverse les galaxies grâce à la clé qu'Unicron veut avoir pour lui pour manger encore plus de planètes parce que le monsieur a faim. Mais en fait, nous, on débarque dans le film, on ne sait pas où est-ce qu'il se situe. Quand on débarque dans le film, la première date, c'est 1994. On ne sait pas où il se situe par rapport à la saga de Transformers, par rapport au précédent. Les éléments qui nous sont montrés dans le film, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, ils ne sont pas cohérents parce qu'ils arrivent qu'après seulement. Donc à moins que ce soit un univers parallèle peut-être, ce qui peut expliquer vraiment ces incohérences. Mais c'est pas possible autrement, car déjà Bumblebee arrive en 87, bon en soi c'est 7 ans avant le début de ça, d'accord. Mais quand on prend ne serait-ce que le premier Transformers, les Autobots, à part Bumblebee, arrivent au moment
où justement Sam a laissé Bumblebee faire l'appel aux Autobots pour dire voilà, le Allspark est sur Terre, il faut que vous veniez pour le défendre face à Megatron. Là, en fait, il y a plein d'incohérences et même moi je me suis dit mais what the fuck en fait. Moi, ma théorie personnelle, c'est que le film en a rien à foutre et que c'est juste un reboot ou soft reboot. En fait, il en a rien à foutre des épisodes précédents et il va juste relancer une saga en fait. Ouais, mais au point où ça en est, faut arrêter quoi. Ah bah, je suis bien d'accord avec toi. Mais c'est là, je pense qu'il faudrait... Est-ce que tu serais d'accord pour passer en partie spoiler? Est-ce que nous avons le choix? Non, c'est moi qui l'impose. Et bah voilà. Allez, partie spoiler. Et du coup, quand je disais qu'ils veulent relancer une saga, c'est parce que on sent bien à la fin du film, à la toute fin du film, que on a une sorte de Nick Fury qui arrive face à Noah, le héros du film, et qui lui dit oh t'inquiète pas, hein, je sais tout ce que t'as fait dans le film, hein, je connais tous les événements qui se sont produits, tes petits amis les Transformers, là on va les surveiller, tiens. C'est clairement un nouveau Shield qui est là, et le personnage c'est le nouveau Nick Fury, et il est là, et il dit à Noah de rejoindre son organisation super secrète de la mort qui tue des États-Unis, qui dit, je cite, on est là pour essayer de contrôler tout ce qui peut se passer de mal dans le monde. Donc c'est clairement le Shield bis avec no Nick Fury bis qui sont là pour relancer un nouveau univers Transformers connecté, parce que lui, ça va être comme Nick Fury, il va être dans tous les films. Enfin, quand je disais relancer une saga, c'est clairement ça, hein, c'est clairement la scène de fin. Et, attends, sans compter le twist final. Hein, car oui, effectivement, en fait, on parle de Shield pour le MCU, mais là on est chez Hasbro, donc évidemment ce sont les G.I. Joe. Oh, les G.I. Joe, quand ça apparaît à l'écran, cette merde. J'ai explosé de rire. Non mais déjà que les films d'avant sont extrêmement moyens, voire médiocres. Hein. Bon, le 1 est quand même mieux que le 2, on va pas se cacher. Ouais, de toute façon, c'est de l'oubliable. Hein. Mais vraiment, lier les G.I. Joe avec Transformers, c'est... on n'a pas d'autres licences sous le coude, on n'a que 2 licences chez Hasbro, on va essayer de lier les deux à tout prix. Ça n'a rien à voir, les deux univers. Bah pour le coup, je préférais quand même le montage qui a été fait pour une scène post-générique pour Fast and Furious 10, où justement, on voyait Vin Diesel voir Optimus. C'était quand même plus drôle. Là, ça m'a fait pleurer, mais vraiment de tristesse. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Là, le film va trop loin. Déjà qu'on part avec un film avec cette gueule-là, imagine si on a tout un univers partagé. J'espère que ce film ne va pas marcher au box-office. J'espère vraiment de tout cœur qu'on n'aura pas de suite et que cette saga Transformers va mourir. Parce que si on se tape un univers partagé comme celui-là, avec les G.I. Joe dans l'univers de Transformers, mais... Le problème étant qu'ils ont déjà du mal avec un univers. Alors voilà. Lier 2 univers, dont un, comme tu disais, qui était vraiment bancal, donc les G.I. Joe, les Transformers qui se cassent la gueule, ça va être vraiment, vraiment compliqué de faire quelque chose, à moins que ce soit vraiment juste pour le kiff, mais eux, ils sont là pourquoi? Pour l'argent, donc vraiment, je pense pas que ça va continuer comme ça. Bah, je pense que sur ces merveilleux mots très optimistes, hein, je pense qu'on peut conclure cette vidéo ici. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bah, n'allez pas le voir. Vraiment, préservez-vous, et puis la semaine prochaine, il y a Flash, alors réservez-vous. Je pense que on n'a pas été assez clair depuis le début de la vidéo, oui, mais n'allez surtout pas voir cette merde. Eh bien, merci de nous avoir écoutés, Loïc et moi. Est-ce que tu as été heureux de faire cette vidéo, Loïc? C'est toujours un plaisir. Bah non, c'est la première fois que c'est un plaisir, vu que c'est la première fois que tu en fais une. Dans ma tête, je l'ai répété plusieurs fois, c'est toujours un plaisir. En tout cas, merci de nous avoir écoutés, et abonnez-vous à cette merveilleuse chaîne. Et laissez un commentaire. Et n'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce bleu pour aider au référencement de la vidéo, et puis pour nous donner de la force. Je vous dis à très bientôt. Salut!